Bonjour à tous, bienvenue au séminaire sur les émissions de microfragments de Refashion. Petite règle légale, donc aujourd'hui toutes les informations que vous pouvez partager sur le chat ou sur la session Q&R qu'on vous incite à utiliser doivent être non confidentielles, donc avec aucun prix d'achat, de vente, de capacité de plan de production, etc. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite partie rappel des règles par rapport à ce webinaire. Autre information, on aura enregistré du coup ce webinaire. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Refashion. Donc n'hésitez pas et pour ceux qui ne pourront pas suivre jusqu'au bout, donc finir sur la chaîne YouTube. Au niveau du timing, on va essayer de tenir la présentation sur les 45 premières minutes et puis on laissera 15 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser la session Q&R. Au-delà du chat, c'est plus facile pour nous pour suivre vos questions et pour y répondre parfois en direct ou à la fin. On vous transmettra également le lien du rapport, qu'il soit en français ou en anglais, à l'issue du webinaire, donc à la fin du webinaire et également sur un mail qu'on vous fera passer dans les jours à venir. On a le plaisir, pardon, aujourd'hui d'accueillir Jérôme Douce, donc expert et consultant innovation, pour la présentation de ce webinaire et merci à lui pour la réalisation de cette étude. L'ordre du jour, donc je vais faire un petit rappel de qui est Refashion pour ceux qui ne connaissent pas. Un état des lieux, après on vous présentera bien sûr l'état des lieux des études sur le relargage des microfragments des textiles, linge de maison et chaussures avec un focus sur la fin de vie et puis la session questions-réponses. Donc à propos de Refashion. Refashion c'est quoi? C'est l'éco-organisme en charge de la gestion des déchets textiles d'habillement, linge de maison et chaussures en France. Donc seulement en France, on est agréé par les pouvoirs publics selon un cahier des charges bien défini donné par les ministères. On est 100% financé via les éco-contributions qui sont payées directement par les marques et les metteurs en marché, ce qu'on appelle les metteurs en marché. La raison d'être de Refashion, c'est vraiment la prise en charge, enfin on est en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits mis sur le marché, donc des TLC. Vous reverrez sûrement cet acronyme lors de la présentation. Donc textile, linge de maison et chaussures, mis en marché en France et à destination des particuliers seulement, donc ce qui exclut les vêtements techniques et professionnels. On a plusieurs verticales. On a bien entendu l'éco-conception pour la mise en marché, la réparation, le développement de la seconde main, et puis après le support de la collecte, du tri, de la réutilisation des vêtements, puis du recyclage. Donc c'est dans toutes ces verticales que s'inscrit également aujourd'hui le sujet du webinaire, qui est sur les microfragments. Et Jérôme vous expliquera un peu plus pourquoi ce terme. Et on a essayé vraiment de couvrir toutes ces solutions et ces exutoires de fin de vie. Donc, Jérôme, je te laisse la parole pour la présentation de l'étude. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter un état des lieux sur le relargage des microfragments des TLC avec un focus, on y reviendra, sur la fin de vie. Alors, tout d'abord, commencer cette présentation par un nombre sur le slide suivant. Voilà, un nombre que vous avez tous entendu, toutes et tous entendu, je pense, c'est qu'aujourd'hui, de 15 à 35% des microplastiques proviendraient des textiles. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce nombre, c'est que aujourd'hui, tel que défini, il ne prend pas en compte déjà les chaussures. Et quand on parle des chaussures, c'est plutôt la partie semelle, qui sont considérées selon certaines études, notamment le Fraunhofer, comme étant potentiellement la septième source d'émissions de microplastiques. Et il faut pas également négliger là-dedans, enfin, elles ne sont pas prises en compte, tout ce qui va concerner les fibres naturelles ou artificielles. Aujourd'hui, les microfibres issues des fibres naturelles ou artificielles sont exclues de ces mesures.
Mais pourtant, les volumes ne sont pas négligeables. Plusieurs études auraient tendance à montrer que jusqu'à 70% des microfragments globaux des TLC pourraient être d'origine naturelle. Bon, cette proportion a quand même tendance à diminuer, notamment du fait qu'on utilise de plus en plus de textiles à base de textiles synthétiques. Il faut savoir également que ces microfibres issues de fibres naturelles ou artificielles sont aujourd'hui beaucoup moins étudiées, environ 8 fois moins de publications sur ce domaine-là. Mais pour autant, et on le verra par la suite, leur impact ne doit pas être négligé. Aujourd'hui, les trois milieux sont concernés par l'émission de ces microfragments. Tout d'abord, le milieu aquatique. Donc, le milieu aquatique, aujourd'hui, c'est celui qui concerne l'essentiel des études, qui concentre l'essentiel des études. C'est clairement de loin le mieux documenté, notamment dans le cas des TLC, sur l'ensemble des études via les émissions lors des lavages domestiques. Le milieu terrestre, qui est bien moins étudié que le milieu aquatique, révèle néanmoins lui aussi une contamination potentiellement préoccupante. Si on prend en compte par exemple une étude de l'ADEME en 2025 qui a détecté des microplastiques dans 76% des sols français analysés. Aujourd'hui, par contre, la part des responsabilités des TLC reste mal, voire pas du tout quantifiée dans ces émissions dans les milieux terrestres. Et le dernier point, c'est le milieu aérien, donc qui demeure aussi un milieu très peu quantifié, ou alors sur des études vraiment locales autour de villes ou même dans des lieux ou des habitations. Néanmoins, cet impact sur le milieu aérien soulève des enjeux sanitaires spécifiques, notamment dans les milieux professionnels, et on verra que c'est un des points faibles aujourd'hui des études. Les impacts sanitaires sont confirmés aujourd'hui, que ce soit pour les microplastiques d'origine synthétique ou pour les microfibres d'origine naturelle et artificielle. Les impacts ne sont pas exactement les mêmes, mais des impacts sur la santé sont confirmés pour les deux types de fibres. Et en fait, on le verra dans l'étude, il existe aujourd'hui un très fort déséquilibre des connaissances sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, certaines études montreraient que la production représente environ 50% des émissions, le porté et le lavage se partageant l'autre moitié. Alors aujourd'hui, ces chiffres sont à prendre avec précaution parce que les barres d'erreur sont extrêmement larges, les intervalles de confiance sont très larges, et ces données ne couvrent pas aujourd'hui la fin de vie. Par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que les émissions ont lieu à toutes les étapes du cycle de vie des TLC. Et dernier point, c'est un point qui a rendu l'étude complexe par certains éléments, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque très clair de protocoles de mesures standardisés pour tous les types de microfragments. Euh, Grosso modo, chaque étude avait potentiellement ses façons de mesurer, ses façons d'évaluer, ses protocoles. Donc ça rend très complexe la plupart des comparaisons entre les études. Et c'est un point à avoir en tête pour l'ensemble des résultats et des conclusions. Si on passe maintenant aux objectifs de ce rapport. Alors, tout d'abord, ce rapport s'est basé sur à la fois une revue scientifique avec plus de 60-70 articles, publications, revues étudiées et une quinzaine d'entretiens. Aujourd'hui, ce rapport, comme il a été précisé, fait un focus sur la fin de vie des TLC. On sait, on l'a vu, qu'il y a des impacts sur la santé qui sont critiques, mais qui ne feront pas l'objet d'approfondissement dans ce rapport. De la même façon, même si dans le rapport on parlera des impacts des paramètres de production, c'est pas non plus l'objectif de focaliser sur ces impacts de production, des paramètres de production. Ce qu'on s'est attaché à faire dans ce rapport, c'est tout d'abord de faire ressortir ce qui était connu, rassembler les études existantes sur les émissions de fin de vie. Ensuite, essayer d'identifier ce qui manque, cartographier les lacunes de connaissances et les besoins de recherche sur les différents domaines. Se poser ensuite les bonnes questions, tout ça pour essayer d'orienter au mieux les futurs travaux, pour à la fois concilier la circularité et la limitation des émissions de microfragments. Et enfin, et vous le verrez sur l'ensemble de la présentation, on a essayé sur l'ensemble des points de mettre en avant des axes d'amélioration, d'identifier les leviers d'action pour réduire les impacts quand il y en a. Le premier point qu'on souhaitait aborder, c'est les définitions. Alors, je vous l'ai dit précédemment, au niveau des normes, des protocoles de mesure, etc., c'est complexe. Au niveau des définitions, c'est à peu près la même chose. Il y a une grande variété des définitions quand elles sont posées. Beaucoup d'articles ou beaucoup de publications ne définissent même pas ce qu'ils appellent microfragments, microparticules ou microfibres ou microplastiques. Donc, on a essayé de rassembler un petit peu les différentes définitions que l'on a pu trouver.
On a listé notamment les définitions de différentes données par différentes organisations. Alors, on a comparé les définitions données par l'ECHA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques, par un groupement qui travaille beaucoup sur ces thématiques-là, qui est le Microfiber Consortium, le VRAP, qui est également une ONG britannique qui travaille sur la circularité, et ensuite un rapport qui a été rédigé par l'IGEDD, en France, et qui reprend en partie une partie des définitions du PFECR. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, parmi les dimensions obtenues, on a plusieurs types de dimensions. Il y en a qui considèrent vraiment des fibres, d'autres des particules, d'autres qui ne prennent en compte qu'une dimension, d'autres qui ne prennent que la longueur, d'autres qui incluent des facteurs de forme. Ce qu'on voit de façon générale, c'est qu'il y a quand même une dimension qui ressort à chaque fois, c'est une dimension de 5 millimètres. Donc des particules qui seraient de taille inférieure à 5 millimètres, avec potentiellement des facteurs de forme ou pas. Donc on voit cette variété dans les définitions. Nous, dans le cadre de ce rapport, on a défini des termes clairs pour pouvoir avoir le même vocabulaire tout au long de l'étude. On va appeler des microfibres les fibres relarguées par le textile ou les tiges de chaussures, toutes matières confondues. Et les microparticules, des particules, donc là sans facteur de forme spécifique, plutôt relarguées par les semelles de chaussures. Encore une fois, toute matière confondue, même si on sait que pour les semelles de chaussures, on est plutôt sur des matières synthétiques. Et ensuite, on a utilisé le terme microfragment, qui est le terme qui va regrouper les deux types, que ce soit les microfibres ou les microparticules. Encore une fois, quel que soit le type de matière, donc que ce soit des matières de type naturel, artificiel et synthétique. Donc encore une fois, ce sont des définitions que nous, on a choisi de prendre dans le cadre du rapport. Ce ne sont pas forcément des définitions totalement officielles, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a pas, voire, enfin peu, voire pas. Donc, parmi ce qu'on a regardé dans le cadre de ce rapport, donc on a regardé les différentes voies de valorisation et leurs impacts. Tout d'abord, on a regardé les impacts au niveau de la seconde main. Donc là, on a mis réemploi et réutilisation dans le même package. Ensuite, on a regardé les différents éléments du recyclage. Comme vous verrez dans le rapport, on a séparé vraiment sur un volet la préparation au recyclage, puisqu'elle est commune ou en approximation commune sur une grosse partie des types de recyclage. Et ensuite, on a regardé les différents éléments que sont les coupes, donc notamment pour la préparation des chiffons d'essuyage. Tout ce qui est défibrage, donc là, c'est plutôt pour la partie mécanique en boucle fermée. Ensuite, on a regardé les procédés d'effilochage, les procédés de recyclage thermomécanique, les procédés de recyclage chimique, et pour la chaussure, un focus sur la micronisation. Sont exclus de l'étude les valorisations ou les fins de vie en CSR, en valorisation énergétique ou en élimination. Si on regarde tout d'abord la seconde main. Alors, comme on l'a dit précisément, il y a vraiment très très peu d'études qui se focalisent sur la seconde main à proprement parler. L'angle qu'on a décidé de prendre est d'étudier en fait l'impact du porté et de la durée de vie sur le relargage. On a considéré que la seconde main était en fait un allongement de la durée de vie des TLC. Et donc, on s'est vraiment focalisé sur les impacts de la durée de vie et du porté sur les émissions de microfragments. Alors, tout d'abord, si on regarde le textile, donc les voies principales d'émissions directes sont le relargage dans l'air, notamment via le porté, et l'eau. Donc ça, c'est essentiellement via tout ce qui va concerner les problématiques de lavage. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même très très peu d'études sur le vieillissement en conditions réelles. Vous allez voir beaucoup d'études sur le lavage et les lavages répétés, mais ces études, en fait, souvent, ne prennent pas en compte le porté entre les différents lavages. C'est-à-dire qu'on enchaîne les lavages sans faire porter forcément le vêtement entre les différents lavages. Donc il y a des séries de résultats qui montrent notamment qu'après quelques lavages, on a une stabilisation du relargage. Mais encore une fois, ils ne prennent pas en compte le porté. Ce qu'on peut dire sur le porté, donc, c'est qu'effectivement, il y a très peu d'études. Quelques études ont été lancées, notamment sur des textiles en PET, et notamment pour étudier l'impact des UV sur le relargage. Et ce qui est montré, c'est qu'effectivement, les UV ont tendance à impacter la qualité des fibres. Il y a
permettre dans le temps un relargage, que ce soit en microfragments, voire même en nanofragments. Et ce qui a été montré, c'est que ces impacts sont clairement non négligeables et pourraient potentiellement être supérieurs aux impacts dans le lavage. Donc aujourd'hui, on n'a pas trouvé non plus d'études systématiques spécifiques aux fibres naturelles ou artificielles. Quelques études ont été mises en avant sur des vêtements de type polycoton, donc avec des mélanges coton-PET, qui montrent effectivement une augmentation du relargage sur des vieux vêtements. Donc c'est des études qui ont pris en compte des vêtements qui avaient entre 0 et 15 ans et entre 15 et 30 ans, où on voit effectivement que les vêtements plutôt au-delà des 15 ans émettent beaucoup plus de microfragments, encore une fois sur des tests de lavage. Attention, après, ce sont des études qui ont quand même peu de contrôle, puisque les vêtements qui ont vieilli entre 0 et 15 ans ne sont évidemment pas les mêmes que ceux qui ont été vieillis entre 15 et 31 ans, c'est différents lots. Donc les comparaisons sont toujours un peu osées et les conclusions relativement difficiles à tirer. Sur les chaussures, le relagage principal aujourd'hui, directement, c'est dans le sol. Alors aujourd'hui, de la même façon, on a très très peu d'études existantes sur l'impact de l'usure des chaussures sur le relagage de microplastiques. Il y a quelques études sur les impacts du running, des trails et de la marche, liés notamment aux chaussures de sport. Donc peu d'impact direct sur ces éléments-là. On peut néanmoins se baser sur des études de vieillissement classiques de polymères pour confirmer que tout ce qui va concerner les UV, la température et la capacité de résistance à la fatigue et à l'abrasion vont être des paramètres clés pour le relargage de microplastiques des chaussures. Donc, pour résumer, sur la partie seconde main, on voit qu'il existe très peu d'études spécifiques à ces éléments-là. Quelques études indirectes, par exemple, sur des études d'abrasion avec du martindale sur des textiles, mais pas d'études directes sur les microfragments. Donc, parmi les axes d'amélioration notés, bah, tout d'abord, aujourd'hui, c'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes de dégradation eau portée, que ce soit via l'UV, via les abrasions, via la température. Donc aujourd'hui, par exemple, on sait il y a pas mal d'études sur la durabilité des vêtements. Ces études, pour l'instant, incluent peu la partie microfragments. Ça pourrait faire partie des éléments et des paramètres à étudier, encore une fois, au-delà des simples tests de lavage. Notamment les émissions dans l'air qui sont très compliquées à étudier, mais qui seraient clés et critiques dans le cadre du porté. Et donc développer ensuite le travail de résistance des matériaux à toutes ces agressions, que ce soit UV, température, abrasion. Si on passe maintenant à tout ce qui va concerner la préparation au recyclage. Donc, dans la préparation au recyclage, toute la partie délissage et démantèlement ne sont pas du tout documentées. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas focaliser vraiment sur ces parties délissage et démantèlement. Donc, nous avons décidé de focaliser majoritairement sur deux éléments. Le premier, c'est la découpe en chiquette, qui est une en fait préparation qui est commune pour une très grosse partie des types de recyclage, que ce soit les recyclages mécaniques, certains thermomécaniques ou chimiques. Alors aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas d'études spécifiques au découpage en chiquette dans le cadre du recyclage. Par contre, nous avons trouvé quelques études sur les impacts des étapes de confection et des étapes de découpe dans le cadre des confections. Donc on a un petit peu, par analogie, déduit les résultats des étapes de découpe en chiquette dans le recyclage de ces étapes de confection. Alors ce qu'on voit clairement, c'est que dans les études qu'on a pu voir, qui sont faites notamment dans des usines de fabrication textile plutôt en Asie, les relargages dans l'atmosphère durant la partie de découpe sont très très importants. Ils peuvent être largement supérieurs aux relargages qu'on mesure lors des lavages. Donc, si on extrapole effectivement ces études de découpage en confection au découpage en chiquette, on peut estimer qu'effectivement, il y aura un impact très fort de cette étape-là sur l'émission de microfragments, notamment dans l'atmosphère. Donc là, encore une fois, pas d'études directes, mais aujourd'hui des analogies par rapport à la confection. Ensuite, un élément qui a été bien avant, et c'est très important notamment pour la partie découpage pour faire des chiffons, c'est les bordures brutes. Ces bordures brutes qui ont tendance à favoriser effectivement le relargage des microfragments. Si on considère maintenant la partie plutôt broyage, déchiquetage, donc là en général plutôt sur une partie des matières synthétiques, encore une fois, pas d'études spécifiques au TLC. On parlera plutôt de la micronisation après, mais qui est quelque chose de relativement spécifique.
Donc en fait, on s'est inspiré des études qui avaient lieu sur le plastique et le broyage des plastiques dans le recyclage, notamment par exemple dans les emballages. Ce qui a été mis en avant, c'est que cette étape est relativement impactante et représente jusqu'à 3% du total des microplastiques. Alors là, c'est tout secteur d'activité confondu, on ne parle pas uniquement des TLC. Donc c'est une étape qui est relativement impactante, notamment en raison de l'ensemble des poussières qui peuvent être émises des transports de matière dans ce broyage. Alors, aujourd'hui, dans les axes d'amélioration, alors optimisation des procédés de coupe et de broyage, notamment selon les types de découpe. On sait par exemple que les découpes laser, il y a des études qui montrent que les découpes laser ont tendance à diminuer les émissions de microfragments par rapport aux découpes purement mécaniques. Il y a tout ce qui est déjà mis en place, il faut le dire quand même, dans la plupart des systèmes, c'est tout ce qui est système de filtration et d'aspiration. Et l'autre point qui a été suggéré dans plusieurs études, c'est effectivement, notamment pour les chiffons, c'est de mettre en place des lavages post-découpe, quand c'est pas le cas, pour les chiffons, ce qui permettrait d'éliminer une partie des microfragments du produit et de tous les microfragments qui retombent en fait sur les produits dans les ateliers. Donc voilà pour la partie de préparation au recyclage. Si on en vient maintenant au recyclage mécanique en boucle fermée. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire de façon générale, c'est qu'il y a un impact potentiel, mais il y a des outils aujourd'hui pour arriver à maîtriser cet impact. Alors tout d'abord, lors du défibrage, donc là, les potentiels sont directement dans l'air et dans l'eau. En fait, ces impacts sont essentiellement dus aux procédés qu'on utilise, donc notamment les déchiquetages, les opérations d'affinage, comme le cardage mécanique ou le soufflage. Et l'ensemble de ces étapes dégage une quantité de poussière. Or là, on va parler de poussière parce en général, elles sont pas qualifiées, c'est-à-dire qu'on sait que ce sont des poussières. Donc clairement, dans ces poussières, il y a des microfragments, mais on n'a pas d'études qui caractérisent exactement ce que sont ces poussières. Quelle est leur quantité, leur taille et leur forme. Donc sur cette partie des fibrages, il y a effectivement ce relargage. Ensuite, sur l'aspect qui est relativement important, c'est l'impact de l'incorporation des matières premières recyclées. Alors, ce qu'on sait de façon générale, c'est que ces procédés vont avoir tendance à impacter la mécanique et la longueur des fils et des fibres. Et quand je dis impacter, c'est plutôt un impact effectivement potentiellement négatif. Donc ça a été mis en avant dans différents travaux sur, plutôt sur les fibres et les fils, donc des travaux plutôt académiques de thèse. Et ensuite, tous les gens qui ont travaillé sur ces domaines-là savent que si on veut avoir des TLC qui ont des qualités correctes à la fin, quand on utilise du recyclage mécanique, on a tendance à incorporer un certain taux, mais pas faire du 100% de matière recyclée sur ces recyclages-là, parce qu'effectivement, on perd une partie des propriétés. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quand même très peu d'études systématiques. Et souvent, dans les études, les procédés de recyclage mécanique sont pas très bien décrits, donc on a du mal à comparer entre les uns et les autres. On connaît pas forcément l'état des textiles en amont. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire de ces études-là, c'est qu'il y a quand même une tendance à considérer qu'il y a un relagage plus important lorsqu'on incorpore des matières premières recyclées par du défibrage, et on verra après sur de l'effilochage. Il y a des études qui ont été faites sur des matières PET, donc du PET recyclé mécaniquement, du coton. Parmi les axes d'amélioration, donc il y a toujours le classique qui va concerner le captage des poussières lors de la mise en place des procédés, qui permet déjà d'éliminer une bonne partie de ces poussières et donc potentiellement des microfragments. Ensuite, plusieurs pistes ont été émises, donc j'ai parlé tout à l'heure de travaux de thèse qui seront cités, qui ont été réalisés en Suède, qui montrent qu'il y a effectivement, et d'autres publications, on peut ajouter certains types de lubrifiants lors du défibrage pour éviter justement de trop abîmer les fibres. Et ensuite, il y a tout ce qui va, alors, j'ai dit que j'en parlais pas trop, mais toutes les études qui montrent en fait les différents impacts lors du procédé de fabrication sur la production de microfragments. On sait qu'il y a différents procédés ou différentes façons de créer l'étoffe qui vont plutôt permettre de diminuer l'émission de microfragments. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller vers ces méthodes-là quand on utilise des fibres recyclées de façon à pouvoir limiter justement les impacts. Donc ça peut être jouer sur les types de filature, jouer sur l'allongement des fils,
Tissage plutôt que tricotage, il y a des discussions, tous les articles ne vont pas dans le même sens, même s'il y a une tendance à dire que le tissage serait a priori plus favorable. Mais encore une fois, ça dépend de plein d'autres paramètres. La densité de l'étoffe peut jouer également, les apprêts peuvent jouer, etc. Donc plusieurs éléments peuvent jouer de ce point de vue-là. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, c'est la quantification réelle de ces paramètres-là, de ces éléments de procédé sur les émissions, que ce soit les paramètres économiques, les paramètres sur la qualité produit ou les microfragments. Il y a des études qui montrent, il y a des thèses très intéressantes qui viennent de sortir, notamment celle du Gemtex, qui montrent certains éléments des impacts, etc. Le microfiber a fait des études un peu de revue sur ces éléments-là, mais ça manque encore de travail sur ces points-là. Si on considère ensuite la partie plutôt effilochage, donc c'est le slide suivant, donc le recyclage mécanique qu'on va appeler en boucle ouverte, de la même façon, il n'y a pas de raison que ça change, sachant que souvent en plus l'effilochage est un peu plus brutal que les fibrages. On va avoir un impact sur la mécanique et la longueur des fibres, donc potentiellement une hausse du relargage. Alors, sur les non tissés, qui sont essentiellement les produits réalisés en boucle ouverte, aujourd'hui, ce sont des produits qui sont déjà identifiés comme des sources potentielles de microfragments, que ce soit via la production, les produits à usage unique, etc. Par contre, encore une fois, il y a très peu de chiffres clairs. On sait que ça fait de la poussière. Tous les gens qui ont manipulé ce type de produit savent que ça fait de la poussière. On n'a pas de caractérisation claire sur le type de poussière et sur les quantités qu'elles émettent. Donc, de cette façon-là, on a peu ou pas d'études sur l'impact de la réincorporation, pardon, dans les non-tissés de ces matériaux recyclés, même si on sait que c'est de plus en plus fréquent. On peut dire néanmoins pour certaines applications, notamment si on parle de l'isolation, qu'en usage, une fois que les produits sont mis, notamment dans les murs, les éléments de relargage vont être relativement faibles. Attention par contre à la manipulation lorsqu'on les met en place. Voilà. Donc aujourd'hui, encore une fois, pas d'études claires sur ces éléments-là. À noter qu'il existe aussi dans ce cadre-là toute une série d'axes d'amélioration, notamment adapter les procédés de mise en forme des non-tissés, en jouant sur plusieurs éléments selon les procédés qu'on utilise. Travailler sur les modèles de constitution et de consolidation des produits non tissés, que ce soit mécanique, chimique ou thermique. Euh, Jouer par exemple sur la nature et les taux des liants, des encollages, les types de consolidation. Donc là, encore une fois, toute une série d'améliorations qui sont potentielles qui aujourd'hui n'ont pas été, ou alors on n'a pas trouvé d'article mettant en avant les éléments clairs et de l'impact de ces différents axes d'amélioration. Donc si on passe ensuite au recyclage thermomécanique, alors ce qu'on peut dire, c'est que là, l'impact est potentiellement un peu plus limité que ce qu'on a pu le voir sur le recyclage mécanique. Alors, si on regarde tout d'abord l'impact du procédé de la chaîne de valeur. Donc le procédé, on va s'arrêter à la partie vraiment fusion. Le procédé en soi semble non impactant. Par contre, ce qui est clairement impactant dans la chaîne de valeur, c'est la manipulation des granulats issus de ce procédé. Alors, dans le cadre du recyclage plastique au sens large et pas uniquement TLC, il a été montré qu'en fait, la manipulation des granulats est la troisième source de rejet non intentionnel de plastique, que ce soit sur la ligne, que ce soit dans les transports, etc. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet, et notamment des guides de recommandation ont été mis en place au niveau européen et communiqués au niveau européen pour permettre d'utiliser des bonnes pratiques dans la manipulation des granulés suite à ce recyclage. Donc voilà, l'impact vraiment, on pense sur la partie procédé, peu d'études encore une fois, mais on pense essentiellement que c'est plutôt la manipulation des granulats qui risque d'être l'étape la plus critique. Au niveau de l'incorporation des matières premières recyclées. Alors là, bon, c'est focus synthétique. Clairement, toutes les études, c'est PET. On n'a pas trouvé d'études spécifiques au niveau textile sur l'incorporation de matières premières recyclées issues d'autres matières que du PET. La grosse difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, il y a énormément de confusion entre les matières premières issues des bouteilles PET recyclées et des textiles recyclés. Beaucoup d'études ne mentionnent même pas la source du PET recyclé, ce qui rend l'interprétation des résultats extrêmement complexe. Donc, ce qu'on voit grosso modo, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion claire. Il y a des études qui montrent qu'il y a un impact positif, qu'il n'y a pas d'impact, pardon. Il y a des études qui montrent qu'il y a un impact négatif. On a tendance à dire qu'on sait que certains procédés de thermomécanique ont tendance à dégrader les polymères, à raccourcir les longueurs de chaîne, mais qu'il y a aujourd'hui des moyens d'éviter ça, à la fois en incorporant moins de matière
ou en jouant sur les procédés. Donc aujourd'hui, en jouant sur les conditions d'oxydation lors du procédé. Il y a aujourd'hui des systèmes qui mettent en place des recondensations après la première partie, de façon à rallonger la chaîne des polymères et donc d'éviter certaines pertes de propriétés mécaniques. Donc aujourd'hui, encore une fois, pas d'études très conclusives. Il y a vraiment des études qui vont dans un sens, des études qui vont dans l'autre. Parce qu'encore une fois, on a du mal à connaître vraiment la qualité des matières premières et l'issue des matières premières. Mais il existe aujourd'hui beaucoup d'axes d'amélioration qui sont mis vraiment de plus en plus en place sur le procédé d'extrusion lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on pense, avec les résultats qu'on a aujourd'hui, que ce recyclage thermomécanique il y a potentiellement un impact, mais qui est quand même relativement limité, ou en tout cas qui peut être amélioré, qui sera amélioré. Si on passe maintenant au recyclage chimique, alors lui, c'est un recyclage, et vous savez, qui est relativement récent dans les TLC. Donc, évidemment, très peu d'études, en tout cas au niveau bibliographie, sur les impacts du procédé et la réincorporation des matières premières recyclées. Ce qu'on peut dire au niveau du procédé, c'est qu'il y a des étapes qui vont produire des microfragments, notamment les étapes de séparation, les étapes de purification, certaines étapes de dépolymérisation quand ça peut être les procédés peut-être incomplets. Mais en général, l'ensemble des microfragments qui sont créés dans ces différentes étapes restent au sein du procédé. Les procédés ont, notamment dans les systèmes d'eau, des systèmes de filtration qui permettent d'éliminer de façon propre l'ensemble des microfragments qui vont être formés aux différentes étapes. C'est un élément qui est d'ailleurs très très regardé aujourd'hui sur tous les projets de recyclage chimique qui sont évalués. Si on regarde maintenant l'incorporation des matières premières, alors là effectivement je me demande s'il y a peut-être une étude, mais il y a très peu, il y a quasiment aucune étude là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en théorie, normalement les matières premières issues du recyclage chimique sont censées avoir les mêmes propriétés que les matières premières initiales. C'est un des objectifs du recyclage chimique. Donc on peut supposer, et encore une fois je dis on peut supposer, qu'il n'y aura pas d'impact sur la qualité des matières premières issues du type du recyclage chimique. Aujourd'hui ça reste des hypothèses, il n'y a pas d'études claires là-dessus. On se base sur effectivement ces éléments sur la qualité des matières premières issues du recyclage chimique. Donc dans les axes d'amélioration, là, on va essentiellement parler de l'optimisation dans le procédé. Donc en jouant sur les types d'avancement des réactions, les procédés doux, notamment sur les séparations des impuretés, les filtrations, etc. Donc vraiment plutôt sur la partie procédé que sur la partie maintien. Si on considère maintenant un point spécifique au recyclage pardon, chaussures, alors quand on parle de recyclage chaussures, on va être honnête, les parties tiges peuvent être inclus dans les éléments qu'on a vus précédemment. Là, c'est plutôt effectivement une partie sur la partie semelle. Donc là, enfin, vous avez pu vous rendre compte et on le reconfirme, le recyclage chaussures est aujourd'hui un parent pauvre des études en termes d'impact sur la production de microfragments. On a décidé ici de faire un focus sur la micronisation, qui est un des procédés utilisés aujourd'hui, qui est en fait un procédé qui permet de réduire les particules d'un matériau à une dimension de l'ordre du micron, comme son nom l'indique. Donc c'est un procédé qui est surtout utilisé dans le cadre du recyclage des semelles de chaussures. Aujourd'hui, au niveau des impacts, donc si on considère l'impact du procédé, on rejoint un petit peu ce qu'on a vu sur les impacts des granulats, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un impact lors de la production et de la manipulation des micronisats, donc essentiellement par les émissions de poussière. Donc aujourd'hui, c'est des sujets qui sont pris en compte, hein. Les gens qu'on a pu interviewer, ces sujets sont vraiment pris en compte. Les gens en ont conscience et font vraiment un travail qui est très important pour essayer d'éliminer ces éléments-là, notamment via tout ce qui travaille autour de l'élimination des poussières et des aspirations lors des différentes étapes du procédé. Au niveau de l'impact de la réincorporation des matières premières, aujourd'hui, c'est un impact peu qualifié. Il y a des études en cours qui ont été réalisées notamment par le CTA Micropolymères, Cellonova et le CTC sur l'introduction de différentes matières micronisées dans des plaques de matrice de caoutchouc. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un travail encore. Les propriétés mécaniques peuvent être dégradées selon la qualité des micronisats, selon comment ils sont intégrés, selon les taux d'intégration. Donc là, on est encore plutôt dans des stades recherche et développement, à essayer de comprendre quels vont être les impacts de la réintroduction de ces matières premières, notamment sur les boucles fermées, pour refaire des semelles. Donc on est vraiment encore à des stages assez tôt là-dessus. Et encore une fois, le recyclage chaussures, comme vous avez pu le voir, notamment les semelles, reste un sujet relativement par rapport de l'ensemble de ces études. Donc, si on vient maintenant
aux conclusions. Donc, ce qu'on a pu voir au cours de cette étude, c'est qu'en fait, il y a plusieurs éléments, plusieurs constats qui émergent. Donc, premièrement, le relargage des microfragments, les relargages sont une réalité à toutes les étapes de cycle de vie. Mais leur quantification et leur répartition restent encore aujourd'hui très incertaines. Et on voit que la partie fin de vie est une des parties les moins étudiées sur ces impacts des microfragments. Les processus de recyclage, bien que vertueux pour énormément d'autres éléments, notamment la réduction des déchets et la préservation des ressources, peuvent eux-mêmes générer des émissions de microfragments, notamment lors des étapes de préparation, et impacter éventuellement les relargages de microfragments des produits qui contiennent ces matières premières recyclées. Il existe néanmoins toute une série d'axes d'amélioration et de mesures qui peuvent permettre de limiter très fortement ces impacts. Les chaussures et particulièrement les semelles sont un angle mort des études. Leur contribution aux émissions de microfragments est très peu renseignée, alors que, comme on l'a dit au début, elles représentent une source non négligeable, notamment via l'abrasion et le vieillissement des semelles. Un autre point qui est clé, c'est les méthodes de mesure et les normes actuelles qui se consacrent presque exclusivement, alors je dis presque parce qu'il y a des évolutions dans les normes, sur les émissions liées au lavage, laissant de côté les autres milieux, notamment l'air, dans notre cadre, et les autres étapes de cycle de vie. Alors on sait que c'est très complexe dans l'air pour plein de raisons, d'échantillonnage, de mesures, etc. Mais il y a un vrai axe de développement de ce côté-là. Ensuite, ce travail met en lumière plusieurs lacunes dans la connaissance et la gestion des émissions. On l'a vu, le manque de données quantitatives, peu de données fiables sur la répartition des relargages, sur les façons dont ils sont créés et sur leurs mesures. Euh, pour vous donner une idée, une étude de revue a montré que plus de 80% des études de comparaison des effets des paramètres de production, par exemple sur le relargage, étaient non conclusives. Donc, quand on entend des gens qui effectivement donnent des conclusions très fortes sur une ou deux études, c'est voilà, à prendre avec énormément de précautions. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, donc peu d'impact sur l'étude du vieillissement et une claire insuffisance de recherche sur l'ensemble des impacts des procédés de recyclage. Et donc là, tous les acteurs qu'on a pu interviewer, qu'ils soient français ou européens, disent qu'il y a il faudrait qu'il y ait une vraie volonté, notamment au niveau européen, de pouvoir travailler ensemble sur ces thématiques-là qui sont des thématiques oubliées. Donc il y a une vraie volonté, il y a des vraies compétences au niveau européen sur ces sujets-là, sur différents aspects. Donc il y a des vrais axes de travail et encore une fois des axes qui sont importants et critiques pour une meilleure compréhension de la fin de vie des TLC. Voilà pour moi. Stéphane, Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation très claire. Juste un petit mot pour conclure par rapport à ce que tu as dit. Et avant de passer à la session de questions-réponses, on souhaitait rappeler que les microfragments étaient un enjeu majeur de la fin de vie, mais à considérer bien sûr dans l'ensemble des sujets de circularité de la filière. Tout d'abord, selon les estimations disponibles dans la littérature, la production des textiles représenterait environ 50% des émissions, le porté et le lavage se partageant le reste. Donc, comme disait Jérôme, les chiffres sur la fin de vie seraient largement plus faibles que ces autres parties du cycle de vie, mais on manque encore d'études à ce niveau-là, des études holistiques et qui représentent toutes les matières et tous les types de fabrication des textiles. Et bien sûr, les chaussures qui sont largement oubliées là-dedans. Il serait également contre-productif d'opposer le terme recyclage et les enjeux microfragments. Le recyclage apporte aussi d'autres bénéfices environnementaux très significatifs comme la réduction des émissions de CO2, les économies de ressources vierges et les pollutions multiples générées par la production des matières premières. Donc vraiment, ce que ce rapport souligne, c'est la nécessité de mieux caractériser ces impacts en termes d'émissions de microfragments, mais pour optimiser les procédés sans freiner la circularité. Donc maintenant, on souhaite passer à la session de questions-réponses. Et je vais essayer d'afficher les questions. Hop. Donc des questions, donc Jérôme, c'est par rapport au micronisa recyclé utilisé Mhm. en charge dans les semelles, différence d'émission de microparticules entre une semelle classique et une semelle intégrant ce type de charge. Alors,
Aujourd'hui, de ce qu'on a vu, il n'y a pas eu d'études spécifiques sur vraiment ces aspects relargage de microparticules. Ce qu'on a pu voir selon, comme je dis, sur certains taux d'introduction et sur certains types de matières, sur certaines façons d'introduire, on a des effets négatifs sur les résultats en abrasion notamment et en usure. Donc on peut supposer qu'il y a une corrélation entre des résultats d'abrasion négatifs et une émission supérieure de microplastiques. J'ai pas de valeur, on n'a pas de valeur spécifique sur les microplastiques. Voilà, c'est plus une corrélation entre ce qui pourrait se passer sur des parties d'abrasion et enfin sur des tests d'abrasion, pardon, et sur des relargages. Une autre question de Céline Monod. Comment peut-on allonger les piles? Quels apprêts utiliser et pour l'incorporation de matières recyclées? Mécanique, enfin pour le recyclage mécanique par défibrage en boucle fermée. Alors, je vais pas pouvoir rentrer dans l'ensemble des éléments qui peuvent servir pour allonger les fils. Je pense que c'est vraiment lié aux paramètres que vous allez utiliser dans les procédés de filature. Je pense qu'il y a certaines références qui sont citées dans le rapport et l'idée c'est de se rapprocher à ce moment-là vers les experts de la filature qui pourront vous donner des clés plus claires sur ces éléments pour allonger les fils. En termes d'après, on va plutôt avoir tendance effectivement à utiliser des apprêts couvrants qui vont permettre de bloquer les émissions des microfragments, des antipoussières, etc. Parmi les lubrifiants qui sont utilisés, puisqu'on est dans ces mêmes projets, il y a des lubrifiants de type polyéthylène glycol, assez, comment dire, relativement classiques pour des chimistes, qui sont concentrés à des très très faibles concentrations dans l'eau. Et ça permet d'augmenter de façon assez nette les longueurs des fibres, par exemple après des fibrages. Donc ça, c'est l'étude dont je parlais, c'est une thèse de Madame Lindstrom qui montre ça, qu'on peut augmenter de 50 à 100% la longueur des fibres après des fibrages en utilisant certains types de lubrifiants. Mais effectivement, pour les parties allongement des fils, ça va dépendre des types de fils déjà. Et je vous conseille effectivement de voir et d'échanger beaucoup avec les gens qui font les acteurs de la filature, qui sont des vrais spécialistes sur ces sujets-là. Merci. Autre question de Yann Petiot. Est-ce qu'on a étudié les microfragments pour les différentes hypothèses enfin, on a étudié les microfragments pour les différentes hypothèses de fin de vie. Avez-vous refait le point sur les travaux en cours sur les relargages durant les premières phases du produit? Alors, je ne sais pas ce qu'on va appeler première phase de vie du produit. Sur la partie, si on parle de la partie première phase de vie, si on commence par la production, le rapport reprend une grosse partie des résultats et des synthèses qui ont été faites par plusieurs études, notamment le macrofiber, l'étude du Gentex sur les impacts des paramètres de production sur la production de microfragments. Comme on l'a dit, c'était pas forcément le focus de l'étude, donc on a plus résumé l'ensemble des tableaux sans rentrer dans les détails. Et ensuite, la première phase de vie, on l'a regardé, parce que je disais tout à l'heure, quand on travaille sur la fin de vie et notamment sur le réemploi et la réutilisation, et donc le porté, c'est en fait, on a regardé tout ce qui concernait la première phase de vie également, puisque le porté apparaît dans la première phase de vie. On a juste regardé en se disant la seconde main et la réutilisation, c'est un prolongement de cette première phase, quelque part. Donc, on l'a regardé par ces aspects-là et les aspects portés. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même pas beaucoup d'études. Enfin, le porté a un impact, évidemment, mais il y a quand même très, très peu d'études. Et ça fait le lien parfaitement avec deux autres questions que je vais rassembler sur l'impact des lessives et Ouais. modalités de lavage sur le relargage des microfragments, avec également une question d'Arnaud Parenti sur l'efficacité. Est-ce qu'on a regardé l'efficacité des filtres sur les machines de lavage? Non, alors effectivement, on n'a pas fait un focus sur toute la partie machine de lavage, parce que c'était pas directement dans l'étude. Donc, certaines études sont citées comme une étude de la Fédération des machines de lavage, je crois, du Nord à Playa, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça, vous aurez dans le rapport des références qui vont vous permettre d'aller creuser ces éléments-là ou d'aller vers des articles qui parlent de ces éléments-là. Nous, on n'a pas regardé. Effectivement, on a pu voir qu'il y avait des impacts des différents types de lessive, des différents types de procédés de lavage, mais on n'a pas focalisé dans l'étude spécifiquement sur les types de filtres et sur les aspects lavage. Euh, une question de Céline Puravo sur l'utilisation, enfin, ou de Guppy Frames. Est-ce qu'on devrait le recommander à nos clients? Mais je pense que c'est plutôt sur la phase d'usage. Je sais pas, Jérôme, si Alors le tu... Guppy Friend, j'avoue. Donc, bon, on essaiera de répondre par la suite si on a Oui. des réponses plus précises.
Une dernière question qui est apparue donc de Arnaud. Question concernant la micronisation et l'intégration de ces micronisats dans des Correct, oui. nouvelles formulations de semelles. Y a-t-il des études qui s'intéressent au relargage de ces formulations par rapport aux formulations classiques? Je pense qu'il y a eu plus Bon, de j'ai répondu, je plus pense, tout tôt. à l'heure, effectivement, à ces éléments-là. On a des études plutôt sur les aspects mécaniques, mais pas sur les aspects spécifiques aux microfragments. Ouais. Sachant que les projets R&D sur l'intégration de microNISA dans des semelles essayent d'atteindre dans tous les cas des cahiers des charges techniques équivalents à des semelles neuves. Et donc, on peut s'attendre à des tests d'abrasion équivalents, donc sur un résultat équivalent sur le relargage de microfragments. Hmm. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Non, une dernière. Euh, alors, je crois que c'est plutôt de Oui, l'information, donc il y a une oui, c'est étude. une information. Bon, on regardera. Très bien. Merci beaucoup pour l'information. Si c'est tout, bah voilà, on voulait encore une fois vous remercier pour d'avoir suivi ce webinaire avec nous. N'hésitez pas à télécharger le document, donc le rapport qui est encore une fois en français et en anglais disponible, qui sera disponible sur notre site dès aujourd'hui. Et puis on vous enverra également un mail de suivi dans les jours à venir. Voilà, on reste à votre disposition, bien sûr. Vous avez nos contacts, n'hésitez pas via Refashion. Et à très bientôt. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.